Les coups sourds qui martelaient ma porte d'entrée me tirèrent de la quiétude de la maison. Ce n'était pas une tape polie. C'était un martèlement frénétique. Enragé. Qui faisait vibrer le vieux bois du cadre. Je posai mon verre de thé glacé. Mon cœur se mettant soudain à battre contre mes côtes. Je traversai le couloir frais et sombre. Le son devenant plus fort. Plus insistant à chaque pas. Quand j'ouvris la porte, l'air humide de Bordeaux me frappa comme un coup de poing. Elle était sur la marche supérieure. Le visage un masque de fureur. Chloé. Ses phalanges étaient blanches tant elle serrait son téléphone. Et sa coiffure parfaite semblait vibrer sous la seule force de sa rage. Derrière elle, juste une marche plus bas, se tenait mon fils. Louis. Sa mâchoire était crispée. Ses yeux rivés sur les miens. Remplis d'un mélange de douleur et d'incrédulité qui me blessa plus profondément que n'importe quel mot de colère n'aurait pu le faire. Mais qu'est-ce que tu as fait? Bon sang? Exigea Chloé. Sa voix aiguë et tranchante, fendant le silence de l'après-midi. Elle n'attendit pas de salutation. Ne me laissa aucune chance de parler. Le château. Le traiteur. Tout. Tout est annulé. As-tu la moindre idée de ce que tu nous as fait? Je regardai par-delà elle. Vers mon fils. Mon unique enfant. Louis. Commençai-je. Mais il secoua simplement la tête lentement. Un message silencieux et dévastateur passant entre nous. Tu as saboté notre mariage? Maman, dit-il. Sa voix basse mais lourde d'accusation. Pourquoi? La question resta suspendue dans l'air lourd et épais entre nous. Un nuage d'orage sur le point d'éclater. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que quelques heures plus tôt, le monde avait encore un sens parfait. Quelques heures plus tôt, la matinée avait été parfaitement ordinaire. J'étais dans mon agence de design, dans le centre de Bordeaux, à esquisser des options de moulure pour la rénovation d'un hôtel particulier. La lumière du soleil, chaude et dorée, se déversait à travers les hautes fenêtres, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. L'odeur de graphite et de papier frais était un réconfort familier. Le léger bourdonnement de la climatisation une toile de fond apaisante pour mon travail. Ma vie était ordonnée, élégante et prévisible. Tout comme les espaces que je concevais. La pièce maîtresse de cet ordre, le soleil autour duquel mon monde gravitait, était le mariage imminent de Louis. C'était plus qu'une célébration. C'était l'aboutissement de tout ce que j'avais toujours voulu pour lui. Une belle épouse. Un avenir prometteur. Une vie remplie de joie. Je m'étais investi corps et âme dans les préparatifs. Non pas pour tout contrôler, mais pour m'assurer que tout serait parfait. Le lieu était un prestigieux château dans le vignoble bordelais. Le traiteur était l'un des meilleurs de la région. Les fleurs devaient arriver de Hollande. Chaque contrat, chaque facture, portait ma signature. Un témoignage de 96 000 € de mon amour pour mon fils. Mon téléphone s'alluma sur le coin de mon bureau. Vibrant silencieusement. Un numéro inconnu. Je faillis le laisser aller sur la messagerie. J'étais en plein flux créatif. Les lignes d'une cheminée sur mesure prenant forme sous mon crayon. Mais quelque chose, une étincelle d'instinct. Un pressentiment que je ne pouvais nommer me fit tendre la main. Je fis glisser mon doigt pour répondre, coinçant le téléphone entre mon oreille et mon épaule. Éléonore Dubois à l'appareil. Madame Dubois. La voix était sèche. Efficace. Féminine. Ici Mélissa de l'agence de recouvrement Horizon. Nous tentons de joindre une certaine Chloé Lambert concernant un solde impayé. Votre numéro était indiqué comme référence financière. Mon crayon se figea en plein milieu d'un trait.
Une sensation froide et piquante me parcourut l'échine, en totale contradiction avec la chaleur du soleil sur ma peau. Je suis désolée. Je pense que vous faites erreur. Chloé est la fiancée de mon fils. Nous en sommes conscients? Dit la femme. Son ton inchangé. Le solde est de 47 000 €. C'est une dette de jeu, accumulée au cours des 4 derniers mois. Nous espérions que vous pourriez nous fournir un moyen plus direct de la contacter, car les numéros de son dossier ne sont plus en service. Les mots tombèrent comme des pierres dans le silence de l'agence. Dette de jeu. 47 000 €. Référence financière. Mon esprit chercha une explication logique, mais rien ne correspondait. Chloé était vive, ambitieuse, une étoile montante dans une agence de marketing. Elle s'habillait comme une femme qui avait toujours un endroit plus important où être. Sa confiance en elle un bouclier brillant et impénétrable. Cela n'avait aucun sens. C'était une erreur. Ça devait en être une. Pourriez-vous répéter ce montant? Demandai-je. Ma voix à peine un murmure. Elle le fit. Sans la moindre hésitation. 47 000 €. Madame. Je serrai le téléphone si fort que mes articulations me firent mal. Je pris une inspiration lente et délibérée, forçant un calme que je ne ressentais pas dans ma voix. Je crains de ne pouvoir vous aider. Veuillez retirer mon numéro de votre dossier. La ligne se coupa, me laissant avec le faible bourdonnement de la climatisation qui remplissait le silence soudain et assourdissant. Je fixai l'esquisse inachevée sur mon bureau. Le trait de crayon maintenant dévié là où ma main avait tremblé. La courbe délicate de la cheminée semblait se moquer de moi. Je connaissais Chloé depuis 2 ans. Elle avait déferlé dans la vie de Louis comme un orage d'été excitante, belle et un peu écrasante. Louis. Mon Louis si stable et réfléchi, avait été instantanément captivé. Et pour lui, je l'avais accepté. Je l'avais accueilli dans notre famille, dans notre maison. Ou peut-être, pensais-je avec une clarté soudaine et glaciale? Peut-être m'étais-je simplement entraîné à ne pas regarder de trop près. J'avais pris sa langue acérée pour de l'assurance, son ambition pour de la détermination, ses goûts de luxe pour un signe de sa réussite. Mais ça, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait mal interpréter. C'était un chiffre. Un très gros, très vilain chiffre. Je me levai de ma chaise, mes jambes me semblant instables. Je me dirigeai vers la petite cuisine à l'arrière de l'agence. Le carrelage était froid sous mes pieds nus. Un choc qui remonta le long de ma colonne vertébrale. Je me versai un verre d'eau du robinet, en pris une seule gorgée, puis le reposai sur le comptoir. Intact. Le chiffre 47 000 tournait en boucle dans ma tête comme un mauvais refrain. Implacable et exaspérant. Quelque part dans un tiroir à la maison se trouvaient les contrats du mariage. Chaque facture que j'avais signée. Chaque acompte que j'avais versé. Tout provenait de mes comptes. À mon nom. 96 000 € de célébration. Tout cela pour le bonheur de mon unique fils. Et maintenant? La voix plate et impersonnelle d'un agent de recouvrement trônait au milieu de ce beau tableau, refusant d'être ignoré. Mon esprit se mit à s'emballer, passant au crible les derniers mois, à la recherche d'indices que j'avais manqués. Et ils étaient là, sous mes yeux, rejetés comme des bizarreries ou des habitudes inoffensives. Chloé, inclinant son téléphone dès que j'entrais dans une pièce. La façon dont elle s'était raidie quand j'avais mentionné le règlement final du traiteur. Son sourire se crispant une seconde avant qu'elle ne change de sujet. Et puis, un souvenir refit surface. Si vif et clair qu'il me noua l'estomac. C'était un après-midi. Il y a quelques semaines.
Chloé était passée à l'agence avec des cafés, tout en charme et en grâce naturelle. Elle avait parlé du mariage, de son travail, d'un récent voyage. Puis, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle s'était tournée vers moi. Son expression soigneusement décontractée. Éléonore, avait-elle dit, en faisant tourner le reste de son latte glacé dans son gobelet. Ça va paraître idiot, mais je me demandais si tu envisagerais de te porter garante pour un petit prêt personnel pour moi. Juste quelques milliers. Mon score de crédit est bon, mais pas excellent. Et je veux le renforcer avant le mariage. Ce ne serait qu'une formalité? Bien sûr. J'avais ri à ce moment-là. Oh. Ma chérie. Ce n'est pas la peine. Toi et Louis construisez une vie ensemble. Ses finances sont stables. Ne te soucie pas de ce genre de choses. Elle avait souri. Mais son sourire n'avait pas atteint ses yeux. Tu as raison. C'était une idée stupide. Elle avait ensuite changé de sujet, passant à autre chose si rapidement que j'avais tout oublié. Jusqu'à maintenant. Maintenant? Cela ne semblait plus du tout stupide. Cela semblait calculé. Cela semblait être un test. Je retournai à mon bureau. La lumière du soleil qui m'avait semblé si agréable une heure plus tôt paraissait maintenant dure, accusatrice. Elle mettait en lumière les défauts de la pièce. La trace de frottement sur le parquet. La légère fissure dans la vitre. C'était comme si un voile avait été levé. Non seulement dans l'agence, mais dans mon esprit. Je pris mes clés sur le comptoir. Mon travail était oublié. La cheminée de mon client un lointain souvenir. Je fermai l'agence à clé derrière moi et sortis dans la chaleur étouffante de Bordeaux. Elle pesait sur mes épaules, épaisse et suffocante. Le temps que je me glisse sur le siège conducteur de ma voiture, le cuir chaud contre ma peau. Je savais que je ne retournerais pas travailler cet après-midi-là. Il y avait des choses que je devais trouver chez moi. Des contrats. Des factures. Des papiers. Et peut-être. Juste peut-être. Des choses que je ne voulais pas voir. Le trajet jusqu'à la maison fut flou. Les façades élégantes et les platanes majestueux de Bordeaux défilaient devant ma fenêtre. Mais je ne les voyais pas vraiment. Mon esprit était un collage frénétique d'instants. Réexaminant chaque interaction. Chaque conversation que j'avais jamais eue avec Chloé. Ces mentions désinvoltes d'un week-end entre filles à Deauville. Ces excuses vagues pour avoir besoin d'argent liquide pour un acompte fournisseur. Son insistance à utiliser un nouveau compte bancaire commun pour les cadeaux de mariage. Un compte dont je réalisais maintenant n'avoir jamais vu un seul relevé. Chaque souvenir était une nouvelle pièce d'un puzzle que je n'avais jamais su que j'étais censé résoudre. J'avais tout payé. La robe. Les alliances. La lune de miel. Je leur avais même déjà acheté leur cadeau de mariage, un SUV allemand flambant neuf. Blanc nacré. Toutes options. Un symbole à 50 000 € de mes espoirs pour leur avenir. Toujours immatriculé à mon nom jusqu'à la cérémonie. Le poids de tout cela? L'investissement financier et émotionnel colossal s'installa dans ma poitrine. Lourd et froid comme du plomb. J'avais financé un conte de fées. Et une inconnue au téléphone venait de me dire que tout n'était qu'un mensonge. À l'intérieur de ma maison, l'air était calme et frais. Un contraste saisissant avec la tempête qui se préparait en moi. Je laissai tomber mon sac sur la console. Le son résonnant dans le silence. Je ne pris pas la peine d'enlever mes chaussures ni d'accrocher mes clés. Je me dirigeai directement vers le buffet de la salle à manger. Celui en merisier sombre et lourd qui appartenait à ma famille depuis des générations. Le classeur du mariage était sur l'étagère du bas. Coincé entre la porcelaine de ma grand-mère et un vieil album photo de famille. Le voir là.
niché parmi des objets précieux, provoqua une nouvelle vague de nausées. Je posai le classeur sur la surface polie de la table et l'ouvris. Tout était exactement comme je l'avais laissé. Les intercalaires lieux, traiteurs, fleurs, transport étaient nets et parfaitement étiquetés. C'était un monument à ma planification méticuleuse, à mon désir que tout soit parfait pour lui. Glissés dans une pochette à l'arrière se trouvaient des papiers que Chloé m'avait remis des semaines auparavant. Des reçus pour les acomptes et les confirmations, avait-elle dit avec un sourire facile. Juste pour que tu aies des copies de tout. Je n'avais pas pris la peine de les regarder de près à l'époque. Je lui avais fait confiance. J'avais fait confiance au jugement de mon fils. Maintenant, je l'ai sorti. Sous quelques reçus à l'allure légitime pour des dépenses mineures. Il y avait une mince pile de papier, pliée en deux. Ce n'étaient pas des reçus. C'étaient des relevés bancaires. Le premier portait deux noms que je n'aurais jamais pensé voir ensemble sur un document financier, Louis D. Dubois et Chloé M. Lambert. Un compte joint. Un compte dont j'ignorais même l'existence. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Je dépliai le premier relevé, mes mains tremblant légèrement. Mes yeux parcoururent la liste des débits. D'abord en balayant, puis en lisant chaque ligne avec un sentiment d'horreur croissant. Les noms étaient étrangers. Criard. Betnau. Le roi du spin. Jackpot doré. Pas une transaction. Pas deux. Mais des dizaines. Étalées sur les 3 derniers mois. Elles étaient entrecoupées de dépenses dans des boutiques de luxe dont je ne l'avais jamais entendu parler et d'une série de retraits d'espèces importants à des distributeurs situés à des heures de route. Dans des villes connues pour leurs casinos. Plusieurs débits étaient de montants assez élevés pour me nouer l'estomac en un œuf froid et dur 1000 € par-ci. 15 cents par-là. À mi-chemin du deuxième relevé. Je le vis. La transaction qui fit se vider mon visage de tout son sang. C'était un virement. Un dépôt entrant de 5000 €. Le compte source était libellé, CDH compte courant primaire. Le compte personnel de Louis. L'argent de mon fils. Puis, presque immédiatement après, une série de retraits vers les mêmes fournisseurs de casinos, totalisant presque le même montant. Ce n'était pas seulement l'argent de Chloé qui disparaissait dans un trou noir de dettes. Ce n'était même pas l'argent que je leur avais donné pour le mariage. Les propres revenus de Louis. L'argent pour lequel il travaillait si dur en tant que jeune architecte était directement acheminé dans le même siphon. Elle se servait de lui. Systématiquement. Je me reculai dans ma chaise. Les pages molles dans mes mains. L'élégante salle à manger, avec son lustre en cristal et ses rideaux de soie, me parut soudain être le décor d'une tragédie. Ce n'était plus une rumeur, plus un oui-dire d'une inconnue au téléphone. C'était écrit noir sur blanc, un registre détaillé de sa tromperie. Chaque ligne était une nouvelle parcelle de la vérité que je ne voulais pas voir. Une nouvelle fissure dans les fondations de la vie que mon fils pensait construire. Mon premier instinct fut d'appeler Louis. De crier. De pleurer. De lui montrer les preuves. Mais je me retins. Il était amoureux. Il serait sur la défensive. Il verrait cela comme une attaque, pas comme un avertissement. Il trouverait un moyen de l'expliquer. Et Chloé lui murmurerait un nouveau mensonge à l'oreille pour arranger les choses. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Ma prochaine action devrait être réfléchie. Pas précipitée. Je rangeai les relevés soigneusement. Les glissai de nouveau dans le dossier. Et fermai le classeur avec un soin délibéré. Le calme qui s'installa en moi était glaçant. Étranger. C'était le calme d'un chirurgien avant une opération difficile. Le calme d'un général planifiant une bataille. Au moment où le carillon de l'horloge du couloir sonna 5 heures,
Je sus que j'avais besoin d'entendre la voix de Louis. J'avais besoin d'essayer. Une dernière fois. De l'atteindre avec des mots avant de recourir aux actes. Louis passa le lendemain matin. Il le faisait souvent. S'arrêtant en chemin pour le travail pour une tasse de mon café fort et une brève discussion. Il entra d'un pas léger. M'embrassant sur la joue. Complètement inconscient du tumulte qui faisait rage sous ma surface composée. Il avait l'air fatigué. Remarquai-je. Avec de légères ombres sous les yeux que je n'avais pas vues auparavant. Je posai sa tasse préférée sur le comptoir et essayai de paraître désinvolte en ajoutant de la crème dans la mienne. Tu sais. Commençai-je. Ma voix stable. Je pensais hier soir. Les problèmes d'argent peuvent peser sur un mariage plus vite que les gens ne le pensent. J'ai vu des couples avec tous les avantages du monde s'effondrer sous le poids des dettes. Il sourit faiblement. Jetant un coup d'œil à sa montre. Tout va bien. Maman. Chloé et moi avons tout sous contrôle. Sous contrôle. L'expression faisait écho à la voix glaçante et efficace de l'agent de recouvrement. Ce n'est pas une question de contrôle. Mon chéri. Insistai-je doucement. Le cœur serré. C'est une question de transparence. C'est savoir exactement où en sont les choses avant de lier vos vies légalement. Maman. Il m'interrompit. Son ton toujours doux mais avec une nouvelle fermeté sous-jacente. J'apprécie que tu t'inquiètes. Mais tu n'as pas à le faire. Tout va bien. Chloé est incroyable avec nos finances. Elle gère tout. Il but une grande gorgée de son café. Ses yeux évitant les miens. Écoute. Je dois y aller. Grosse présentation ce matin. Il m'embrassa à nouveau sur la joue. Attrapa sa tasse de voyage. Et fut dehors avant que je puisse insister davantage. La porte d'entrée se referma. Me laissant debout dans la cuisine. Ces mots résonnant dans le silence. La conversation avait atterri comme un caillou sur un étang. À peine une ondulation. Avant que la surface ne redevienne lisse. Il ne m'avait pas entendu. Il n'avait pas voulu m'entendre. Ce soir-là. Alors que je chargeais le lave-vaisselle. La maison inhabituellement calme. Mon téléphone vibra sur le comptoir. Je m'essuyai les mains sur un torchon et regardai l'écran. C'était un texto de Louis. Mon cœur fit un bond d'espoir. Peut-être avait-il réfléchi à ce que j'avais dit. Peut-être voulait-il parler. J'ouvris le message. Les mots à l'écran me coupèrent le souffle. Je sais que tu t'inquiètes. Mais me parler de Chloé et de l'argent m'a donné l'impression que tu ne fais pas confiance à mon jugement. Je l'aime. Maman. Et j'ai besoin que tu l'acceptes. Je préférerais perdre ma mère plutôt que de perdre ma femme. Je restai là. Le téléphone lourd dans ma main. Lisant les mots 2 fois. Puis une troisième. Comme si une signification différente pouvait émerger. Mais il n'y avait pas d'autre signification. La douleur était vive mais familière. Comme une blessure qui se rouvre. C'était l'ultimatum classique. La loyauté aveugle d'un homme convaincu de protéger sa partenaire. Alors qu'en réalité, il protégeait ses secrets. Je posai le téléphone sur le granit froid. Il n'y avait plus de mots à dire. Il avait tracé sa ligne dans le sable. Il avait fait son choix. Et maintenant? Je devais faire le mien. Je me dirigeai vers mon bureau. Le seul endroit de la maison qui me semblait encore exclusivement mien. L'odeur de vieux livres et de cire au citron flottait dans l'air. J'ouvris le tiroir inférieur de mon bureau en acajou. L'endroit où je gardais les documents les plus importants. Ils étaient là. Le dossier des contrats de mariage lieu. Traiteur. Photographe. Fleurs chacun signé de mon nom. Je vérifiai à nouveau les totaux. Les chiffres bruts et impitoyables. 96 000 € d'engagement.
À côté du dossier se trouvait le contrat d'achat du SUV blanc nacré que j'avais acheté comme cadeau de mariage. Toujours au nom d'Éléonore Dubois. Je m'assis au bureau. La lampe projetant un cône de lumière étroit sur les papiers. Ma blessure se transformait déjà, se cristallisant en autre chose. Quelque chose de froid, de clair et de délibéré. La concentration. Louis était certain de son choix. Il l'avait mis par écrit. S'il était si certain, alors je devais être tout aussi certaine du mien. Je commençai à feuilleter lentement les contrats, n'admirant plus la calligraphie ou les logos élégants, mais lisant les petits caractères. Je notais chaque clause, chaque pénalité, chaque date limite d'annulation. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec maître Bernard Moreau. Il était mon avocat depuis plus de 10 ans, depuis le décès de mon mari. Maître Moreau était régulier comme un métronome et tout aussi précis. Un homme qui traitait des faits, pas des émotions. Son cabinet était un sanctuaire calme, lambrissé, à l'abri du chaos du monde extérieur, sentant légèrement le cuir et le vieux papier. Je n'offris aucun préambule. Je déposai simplement les contrats et le contrat d'achat du véhicule sur la surface polie de son bureau. Il ajusta ses demi-lunes, son expression indéchiffrable, et commença à lire sans un mot. Le seul son dans la pièce était le doux bruissement du papier et le tic-tac rythmé de la pendule de cheminée. Il lui fallut moins de 20 minutes pour finir. Il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir à haut dossier, joignant ses doigts. « Éléonore » dit-il enfin. Sa voix calme et égale. Chacun de ces contrats de service est à votre nom en tant que seul signataire. Les acomptes et les soldes prévus ont tous été payés depuis vos comptes personnels et professionnels. Il marqua une pause, laissant le poids de ces mots s'installer. Cela signifie que vous avez toute l'autorité légale pour les modifier ou les annuler. Chloé et Louis sont répertoriés comme les bénéficiaires des services. Mais ils n'ont aucun pouvoir contractuel ici. Et le SUV ? Demandai-je. Ma propre voix semblant distante. Détachée. Immatriculé à votre nom. Carte grise à votre nom. Assuré par vous. Tant que vous ne signez pas la cession. C'est votre propriété. Vous pourriez le vendre, le retourner ou le garder dans votre garage sans aucun problème légal. Je hochai lentement la tête. La confirmation s'ancrant dans mes os comme de l'acier. Ce n'était pas du soulagement que je ressentais, mais un sombre sentiment de validation. Je n'avais pas été imprudente. J'avais été généreuse. Et cette générosité était, ironiquement, devenue mon seul levier. Les pénalités, dis-je. C'était une affirmation, pas une question. Il feuilleta ses notes. Elles varient. La plupart des fournisseurs ont une clause d'annulation entre 10 et 15% du coût total du service. Certains ont des frais forfaitaires pour rupture de contrat dans les 60 jours suivant l'événement. Vous perdriez de l'argent ? Oui. Un montant significatif. Mais vous sauveriez la majeure partie. Il ne s'agissait plus de l'argent. Pas vraiment. Mais les chiffres aidaient à solidifier l'échelle de ce que je protégeais. 96 000 € en contrat de mariage. Un véhicule à 50 000 €. Tout cela, financé par amour et confiance, reposait maintenant comme un appât pour quelqu'un dont les secrets valaient 47 000 € et plus. L'argent était une arme qu'elle utilisait pour détruire l'avenir de mon fils. Et c'est moi qui la lui avais donnée. Merci. Maître Moreau, dis-je en rassemblant les papiers. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Il me regarda. Son regard vif d'une inquiétude qu'il était trop professionnel pour exprimer. Éléonore, s'il se passe autre chose, quelque chose que vous devez. J'ai la situation sous contrôle.
dis-je. Les mots ayant un goût de cendre dans ma bouche. Je me levai. Ma résolution se durcissant à chaque seconde. Quand je quittai le cabinet de Maître Moreau. L'air de Bordeaux était lourd et humide. Du genre qui colle à la peau et rend la respiration difficile. Je rentrai chez moi sans la radio. Mes propres pensées aussi fortes que n'importe quelle chanson. Dans la salle à manger. Je dégageai la grande table. Écartant un vase d'hortensia frais. J'étalai les contrats en rangées soignées. Comme la veille. Mais cette fois. Je ne me contentais pas de lire. Je planifiais. Je fis 3 piles, lieu et traiteur. Les plus grosses dépenses. Décoration et animation. Transport et photographie. Pour chacune. Je pris un bloc-notes neuf et un jeu de stylo rouge. Bleu et noir. Je relus chaque clause. Marquant les montants des pénalités à l'encre rouge. Notant les dates finales d'annulation en bleu. En noir. J'écrivis le nom du contact. Le numéro de téléphone et l'adresse email de la personne habilitée à traiter une annulation. Le dossier du SUV était à part. Un symbole silencieux et brillant de toute l'affaire. Mon premier appel fut pour le concessionnaire. Je confirmai la procédure pour arrêter les dernières personnalisations des jantes améliorées et un système audio sur lesquels Chloé avait insisté et récupérer le véhicule. Le vendeur. Un jeune homme nommé Kevin qui avait été ravi de faire la vente. Parut surpris mais pas au point de demander pourquoi. Les affaires sont les affaires. Il m'exposa les étapes. Et je les notai. Au moment où le carillon de l'horloge du couloir sonna 8 heures du soir, la table ressemblait à une carte de champ de bataille. Elle était couverte de marques colorées, de notes dans les marges, de dates entourées, de numéros de téléphone soulignés. Mes mains sentaient légèrement l'encre. Et le stylo avec lequel j'avais commencé était à sec. Je rassemblai les dossiers en une seule pile formidable. Les liai avec un large élastique et les posai à côté de mon téléphone sur le comptoir de la cuisine. Si je choisissais de passer les appels, tout pourrait être défait en 48 heures. Une année de planification. Une vie de rêve. Démantelée avec quelques conversations précises et douloureuses. Je ne dormis pas cette nuit-là. Assise dans le salon obscur, je regardais le clair de lune filtrer à travers les branches du chêne centenaire de mon jardin. Je pensais à Louis enfant. Sa main dans la mienne. Sa foi en la bonté du monde absolu. J'avais passé toute sa vie à le protéger du mal. Des genoux écorchés au cœur brisé. C'était différent. C'était un mal qu'il avait invité dans sa vie. Un danger qu'il refusait de voir. Le protéger maintenant signifiait le blesser. Cela signifiait devenir la méchante de son histoire. Le texto brillait dans ma mémoire. Je préférerais perdre ma mère plutôt que de perdre ma femme. Il avait déjà choisi son camp. Et ce faisant, il m'avait forcé la main. Le lendemain matin, je commençai par les plus gros contrats. Ma main était stable lorsque je composais le numéro du château. La voix de la coordinatrice, un joyeux accent du sud-ouest, était enjoué lorsqu'elle répondit. Bonjour Éléonore. Je pensais justement à vous. Nous devons finaliser le plan de table pour la réception. Mon cœur martelait mes côtes. Mais ma voix était égale. En fait, Éléonore, je vous appelle pour une autre raison. Je dois annuler l'événement. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Annuler ? Finit-elle par faire écho ? La joie disparut, remplacée par l'incrédulité. Mais le mariage est dans 5 semaines. Est-ce que tout va bien ? Les circonstances ont changé. Dis-je, n'offrant aucune autre explication. Elle me rappela l'acompte non remboursable.
Les 50% de pénalité pour une annulation si proche de la date? L'exclusivité de la date que nous avions réservée plus d'un an auparavant. Je lui dis que je comprenais. Je lui donnai mon adresse e-mail pour l'avis formel et la facture finale de la pénalité. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse essayer de me convaincre de reporter. Avant que ma résolution ne puisse faiblir. Un de fait. Le responsable du traiteur fut le suivant. C'était un chef local célèbre. Un homme dont j'admirais le talent. Il soupira lourdement quand je lui annonçai la nouvelle. Comme si ma décision était un affront personnel à ses créations culinaires. Il énuméra le coût des huîtres importées et du bœuf de premier choix qui avait déjà été commandé. Je comprends. Dis-je encore. Ma voix d'un ton calme et monotone. Je notai le chiffre. Le remercier pour son temps et classer le montant sous « pénalité payée ». Les fleurs vinrent après le déjeuner. C'était une voix plus douce au téléphone cette fois. La propriétaire d'une petite boutique que j'avais été ravie de soutenir. Elle semblait sincèrement affligée. Oh! Mon Dieu! Éléonore. Vous êtes sûre? Les pivoines d'Amsterdam viennent d'arriver ce matin. J'imaginais des boîtes de fleurs parfaites. Couleur crème. Se flétrissant dans un entrepôt. Un beau rêve mourant avant même d'avoir pu éclore. Pendant une seconde, ma gorge se serra. Mais ensuite, j'imaginais les relevés bancaires, les chiffres froids et durs de la tromperie de Chloé. Veuillez m'envoyer la facture pour le coût des fleurs, dis-je, mon ton redevenant égal. Je la réglerai aujourd'hui. La musique et la photographie furent plus faciles. Ils étaient habitués aux changements de dernière minute. Aux émotions volatiles des mariages. Bien qu'aucun ne cachât sa déception. Chaque email de confirmation qui arrivait dans ma boîte de réception annulation confirmée allait dans un dossier croissant sur mon bureau simplement intitulé « Mars ». Le deuxième après-midi. La liste était complète. J'avais payé les pénalités. Un peu moins de 8 000 € au total. Et clos le chapitre de toutes les dépenses majeures du mariage. C'était une somme stupéfiante à perdre. Mais ce n'était qu'une fraction de ce que je m'apprêtais à sauver. Et une fraction encore plus petite de ce que Louis risquait de perdre. Le SUV était plus délicat. Il nécessitait une touche personnelle. Je me rendis au concessionnaire en personne. Le dossier du contrat dans mon sac. Le vendeur, Kevin, me reconnut immédiatement. Son visage s'illuminant. Madame Dubois. Quel plaisir de vous voir. J'allais justement vous appeler. Les nouvelles jantes sont arrivées. On peut les installer cette semaine. Vous voulez venir jeter un œil? Je secouai la tête, réussissant un petit sourire poli. En fait, Kevin, il y a eu un changement de programme. Il n'y aura pas de personnalisation finale. Son sourire vacilla. Oh. Tout va bien? Je dois annuler la vente? Dis-je simplement. En faisant glisser le contrat d'achat et les clés sur son bureau. La voiture n'a jamais quitté le parc. Je comprends qu'il puisse y avoir des frais de restockage. Que je suis prête à payer. Il fixa les clés. Puis mon visage. Une lueur de compréhension naissant dans ses yeux. Il avait déjà vu ça. J'en étais sûre. Des cadeaux liés à des promesses qui avaient été rompues. Il ne demanda pas pourquoi. Il hocha simplement la tête. Son expression devenant professionnelle et distante. Et traita l'annulation sans discuter. Les clés étaient de retour dans mon sac avant que je ne quitte le concessionnaire. Enfin. Les comptes. J'avais rendez-vous avec la directrice de la banque. Une femme nommée Madame Gable aux yeux bienveillants et à l'attitude pragmatique. Nous nous assîmes dans son petit bureau silencieux. L'air sentant le propre et le professionnalisme.
J'expliquai que je devais fermer immédiatement les comptes joints du mariage. Le compte créé pour les cadeaux. Plus précisément. Clarifiai-je. Et j'ai besoin d'un relevé complet et détaillé de toutes les transactions depuis sa création. Elle vérifia que tous les fonds initiaux provenaient directement de mon compte principal, puis lança la clôture. Pendant que l'imprimante bourdonnait, elle se tourna vers moi. Normalement, nous exigerions la présence des 2 titulaires du compte pour une clôture. Je comprends, dis-je, rencontrant son regard. Mais en tant que seul dépositaire des fonds initiaux, et compte tenu de l'activité inhabituelle sur le compte, je crois qu'une exception peut être faite. Je n'en dis pas plus. Je n'en avais pas besoin. La preuve s'imprimait derrière elle. Elle poussa les nouveaux relevés sur le bureau. Le solde final était de 15 324 €. Une misère, considérant combien avait été versé par les premiers cadeaux de mariage de la famille et mes propres contributions. Où souhaitez-vous transférer le solde restant ? Demanda-t-elle. Sur mon compte d'épargne personnelle ? S'il vous plaît. Chaque reçu, chaque relevé, chaque email de confirmation d'annulation alla dans un nouveau classeur physique. Ce n'était plus un organisateur de mariage. C'était un arsenal. J'organisais tout par date et par catégorie. Si la riposte venait et je savais qu'elle viendrait, je voulais avoir chaque fait de mon côté. Imprimé noir sur blanc. Quand le dernier papier fut classé, je m'assis à la table de la salle à manger, regardant les preuves soigneusement empilées de ce que j'avais fait. La pièce était silencieuse, mais ma tête bourdonnait. Il avait fallu moins de 48 heures pour démanteler ce que j'avais joyeusement construit pendant plus d'1 an. Il n'y avait aucun triomphe là-dedans. Seulement une tristesse profonde et lourde. La maison semblait vaste et vide. Le silence oppressant. C'était le silence d'un avenir qui venait d'être effacé. Je me tenais dans ce silence lorsque mon téléphone se mit à vibrer dans l'autre pièce. Le son était discordant, violent. Je me dirigeai vers lui. Un sentiment d'effroi s'enroulant dans mon estomac. C'était Louis. Je le laissai sonner, le son faisant écho à mon propre rythme cardiaque frénétique. Il s'arrêta, puis recommença immédiatement. Il était persistant. Il savait que quelque chose n'allait pas. Après le 3e appel, un texto apparut à l'écran. Chloé vient de recevoir un email du château. Ça dit que la réservation est annulée. Qu'est-ce qui se passe ? Maman ? Appelle-moi. Je n'appelais pas. Je ne pouvais pas. Qu'aurais-je dit ? Oui. Mon chéri. Je viens de faire exploser tout ton avenir parce que ta fiancée est une joueuse compulsive qui vide systématiquement ton compte en banque. Il ne me croirait pas. Il me traiterait de menteuse, de manipulatrice. J'avais besoin qu'il le voie par lui-même. Mais d'abord, lui et Chloé devraient affronter les conséquences de mes actes. Je savais qu'il viendrait. Ce n'était qu'une question de temps. C'est tard le samedi matin que les coups sur ma porte d'entrée commencèrent. J'avais à peine atteint le couloir que j'entendis la voix de Chloé. Telle que je l'avais imaginée, aiguë, perçante, et déjà à plein volume. Je pris une profonde inspiration, lissai le devant de ma chemise, et ouvris la porte. Et ils étaient là. La fiancée furieuse et mon fils au cœur brisé. La scène se déroula exactement comme dans le pressentiment qui m'avait hanté pendant 2 jours. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Bon sang ? Exigea-t-elle, me bousculant pour entrer dans le vestibule. Elle était un tourbillon d'indignation. Ses gestes désordonnés. Son visage rouge de colère. Le château. Le traiteur. Le photographe, tout le monde nous appelle. As-tu la moindre idée à quel point c'est humiliant ? Ce que tu nous as fait ?
Les yeux de Louis étaient rivés sur les miens. Suppliant. Maman. Dis-moi juste pourquoi. Il doit y avoir une raison. Je m'écartai, restant dans l'encadrement de la porte mais laissant un espace clair entre nous. Je ne les laisserai pas me coincer dans ma propre maison. Je gardai ma voix basse et stable. Un contraste frappant avec l'hystérie de Chloé. J'ai annulé des contrats que j'ai payés, dis-je, en regardant directement mon fils. Parce que je ne financerai pas un mariage construit sur des mensonges. Chloé ricana. Un son dur et laid. Des mensonges? C'est ça ton excuse pathétique? Tu ne supportais pas que Louis me choisisse plutôt que toi. C'est parce que tu es une. Avant qu'elle ne puisse finir. Le bruit de pas lents et traînant sur le trottoir attira notre attention. Madame Blanchard. Ma voisine de 2 maisons plus loin. Passait avec son teckel. Winston. C'était une femme douce et un peu excentrique d'environ 80 ans qui connaissait Louis depuis sa naissance. Elle ralentit en s'approchant de mon allée. Le front plissé de curiosité en observant la scène tendue. Oh. Bonjour Louis. Mon cher. Dit-elle joyeusement. Sa voix portant dans l'air calme. Winston poussa un petit jappement. Éléonore. Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Madame Blanchard. Dis-je. Forçant un sourire crispé. Mais elle ne me regardait pas. Elle regardait Chloé. La tête penchée. Vous savez. C'est si charmant de voir des jeunes gens si amoureux. J'ai vu Chloé l'autre jour. Elle s'amusait tellement. C'était au port de Plaisance. L'air sembla s'arrêter de bouger. Je vis une lueur de panique dans les yeux de Chloé. Louis cligna des yeux vers notre voisine. Sa confusion fronçant ses sourcils. Le port de Plaisance? C'était quand? Oh. Voyons voir. Dit Madame Blanchard. Se tapotant le menton. C'était mardi après-midi. Oui. C'est ça. Winston avait un rendez-vous chez le toiletteur. J'ai vu Chloé avec ce bel homme qui gère les pontons. Comment s'appelle-t-il? Richard? Vous aviez l'air de bien vous amuser. Il vous montrait ce magnifique nouveau voilier. Le rire de Chloé fut rapide. Cassant. C'était un bruit de verre brisé. Oh. S'il vous plaît. Vous devez vous tromper. J'étais à un essayage pour ma robe de mariée toute la journée de mardi. Madame Blanchard. Avec son cœur simple et honnête. Pencha de nouveau la tête. Non. Ma chère. Je suis certaine que c'était vous. Vous portiez cette jolie robe d'été jaune. Je me souviens avoir pensé qu'elle faisait ressortir la couleur de vos yeux. Elle fit un petit signe de la main. Inconsciente de la bombe qu'elle venait de faire exploser. Eh bien. Passez une bonne journée. Et elle continua son chemin. Winston trottinant joyeusement à ses côtés. Le regard de Louis se tourna de nouveau vers Chloé. Son visage était pâle. Sa voix dangereusement calme. Mardi. Dit-il. Le seul mot suspendu entre eux. Tu m'as dit que l'essayage avait duré tard. Tu as dit que tu y étais jusqu'à 6 heures. J'y étais. Dit Chloé. Sa voix un peu trop rapide. Un peu trop aiguë. C'est juste une vieille femme confuse. C'est juste un ami. On s'est croisés quelques minutes après mon rendez-vous. Ce n'était rien. Ses yeux se posèrent sur moi. Et le regard qu'elle me lança était aussi dur et froid qu'un diamant. C'était un défi. Elle me mettait au défi de parler. De jeter de l'huile sur le feu. Je ne le fis pas. Je restai juste là. Les mains jointes devant moi. Laissant le poids du moment s'abattre. Je laissai son doute et son mensonge s'affronter dans le silence étouffant.
Les épaules de Louis s'affaissèrent légèrement. C'était la première fissure dans le mur qu'il avait érigé. La première minuscule graine de suspicion plantée par une source qu'il ne pouvait accuser d'être jalouse ou manipulatrice. Chloé se retourna brusquement, tout son corps rigide de fureur et de peur. Elle descendit les marches en trombe, sans regarder aucun de nous deux. « Je ne vais pas supporter ça », lança-t-elle par-dessus son épaule. « C'est de la folie. » Elle continua de marcher, son rythme s'accélérant jusqu'à ce qu'elle court presque vers leur voiture garée au bord du trottoir. Louis resta un instant, son expression troublée, ses yeux allant de moi au dos de Chloé qui s'éloignait. Il avait l'air perdu. Puis, sans un autre mot pour moi, il se retourna et la suivit jusqu'à la voiture. Le sort n'était pas rompu? Pas encore. Mais il commençait à s'effilocher. La semaine qui suivit parut étrangement feutrée. Comme si le monde avait été enveloppé de coton. L'écho de la colère de Chloé et de la confusion de Louis persistait dans ma maison. Il appelait moins. Et textotait encore moins. Quand nous parlions, sa voix était plate, prudente, comme s'il mesurait chaque mot. Terrifié que l'un d'eux puisse déclencher une explosion. Je n'insistais pas. J'avais posé les bases. Maintenant, je devais attendre que les fondations s'effondrent d'elles-mêmes. Je savais que Chloé était toujours dans sa vie. Ses réseaux sociaux. Une galerie soigneusement organisée d'une vie parfaite. Les montrait à dîner avec des amis. Souriant pour la caméra. La publication était d'une gaieté provocante. Avec la légende, tellement heureuse d'avoir un homme qui me soutient quoi qu'il arrive. L'organisation d'un mariage est stressante. Mais nous sommes plus forts que jamais. C'était une performance. Une opération de relations publiques destinée à un public d'amis. De famille. Et peut-être plus important encore? À moi. Mais je voyais quelque chose dans les yeux de Louis sur ces photos qui n'y étaient pas auparavant. Une tension subtile autour de son sourire. Un vide que l'appareil photo ne pouvait pas tout à fait cacher. Il maintenait la façade. Mais elle devenait lourde. Jeudi après-midi. Mon téléphone sonna avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Un indicatif différent. Je faillis le laisser aller sur la messagerie. Las des numéros inconnus et des ennuis qu'il semblait apporter. Mais encore une fois, cette même étincelle d'instinct me fit répondre. Allô? Est-ce que je parle à Éléonore Dubois? La voix à l'autre bout était celle d'une femme, hésitante et basse. C'est bien moi. Qui est à l'appareil? Il y eut une pause délibérée. Comme si elle voulait que je me prépare à ce qui allait suivre. Je m'appelle Sophie Morin. Je suis la cousine de Chloé Lambert. Je m'affaissai sur la chaise la plus proche. Un stylo et un bloc-notes de la table du courrier soudain dans ma main. Je vois. Je ne suis pas sûre de devoir faire ça. Continua Sophie. Sa voix à peine plus qu'un murmure. Elle me tuera si elle l'apprend. On ne se parle plus vraiment. Mais ma mère reste en contact avec sa branche de la famille. Et j'ai entendu dire que le mariage était annulé. Il n'a pas été annulé? La corrigeai-je doucement. J'ai annulé les contrats qui étaient à mon nom. D'accord. Eh bien. C'est un peu pour ça que j'appelle. Je pense que vous devriez savoir. Ce n'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive. Une terreur froide, aiguë et familière, m'envahit. Je me mis à griffonner sur le bloc-notes sans même m'en rendre compte. Sophie me parla d'un homme nommé Mathieu Durand. Un entrepreneur prospère à Nice. C'était l'ancien fiancé de Chloé. Ils avaient été fiancés moins d'1 an. Une romance éclair tout comme la sienne avec Louis. Selon Sophie, Mathieu avait été complètement épris. Il avait mis le nom de Chloé sur ses comptes.
lui avait acheté une voiture neuve, un petit cabriolet rouge. Se souvenait-elle et lui avait donné une somme substantielle pour l'aider à lancer une boutique. Une boutique qui n'a jamais ouvert. 3 mois avant le mariage, continua Sophie, sa voix gagnant un peu de force, comme si elle se déchargeait d'un fardeau. Mathieu a découvert qu'elle avait vidé presque toutes ses économies. Plus de 80 000 euros. Elle a juré que c'était pour rembourser les dettes laissées par un associé qui l'avait trompée. Mais personne n'a jamais vu la moindre preuve. Il n'y avait pas d'associé. Que s'est-il passé ? Demandai-je. Ma propre voix étouffée. Les fiançailles ont pris fin du jour au lendemain. Il était dévasté. Elle a déménagé, bloqué son numéro et a raconté à tout le monde dans la famille qu'il avait un problème d'alcool et qu'elle l'avait quitté pour sa propre sécurité. La plupart l'ont cru. Elle est très douée pour raconter des histoires. Je restais assise là, le stylo toujours à la main. Les noms et les détails remplissant la petite page blanche. Mathieu Durand. Nice. 80 000 euros. Histoire de boutique. Sophie. Demandai-je. Ma voix tendue. Pourquoi me dites-vous cela maintenant ? Il y eut une autre pause. Celle-ci remplie d'une honte silencieuse. Parce que je l'ai vue à un barbecue de famille l'été dernier, dit Sophie doucement. Elle était sur son téléphone, montrant à ma tante des photos de son nouveau fiancé et de la bague qu'il lui avait offerte. Et elle se vantait. Elle riait en disant qu'elle était à l'abri pour la vie cette fois, avec un nouveau gars dont la famille avait de l'argent bien établi. Je pense que c'est votre fils. Sa voix faiblit. Écoutez. Chloé et moi étions proches quand nous étions enfants. Mais quelque chose en elle s'est juste cassé il y a longtemps. Elle me coupera complètement les ponts si elle sait que je vous ai appelé. Mais je l'ai vue faire ça 2 fois maintenant. Je ne pouvais pas rester silencieuse s'il est encore temps pour lui de s'en sortir. Nous parlâmes encore quelques minutes. Juste assez longtemps pour que je confirme les détails de l'histoire de Sophie et que je demande, avec hésitation, si elle avait encore un moyen de contacter Mathieu Durand. Elle l'avait. Elle me donna son numéro, me souhaitant bonne chance avant de raccrocher, me laissant dans le silence résonnant de ma cuisine. Je fixai le bloc-notes devant moi. L'encre séchait encore sur une vérité que je soupçonnais déjà. Une vérité qui était maintenant plus laide et plus calculée que je n'aurais pu l'imaginer. Ce n'était pas seulement un problème de jeu. C'était un schéma. C'était une profession. Chloé n'était pas seulement une dépendante. C'était une prédatrice. Et Louis était sa dernière proie. Cette nuit-là, je décidai qu'il était temps. Je ne pouvais pas attendre que Louis vienne à moi. Je ne pouvais pas espérer que Chloé fasse un autre faux pas. Je devais étaler toute l'histoire sordide à ses pieds. Je devais lui faire voir. J'appelai Louis le samedi matin et lui dis que je voulais qu'il vienne dîner. Juste nous deux. Je ne sais pas. Maman. Hésita-t-il. Sa voix plus basse que d'habitude. Les choses sont encore tendues. Je sais. Dis-je, gardant mon ton chaleureux. Doux. Sans pression. C'est pourquoi nous devrions parler. Pas de dispute. Je veux juste te préparer ton plat préféré. Un poulet rôti. On n'est même pas obligé de parler du mariage. Mon fils me manque. C'est tout. Il resta silencieux un long moment. Je pouvais entendre l'épuisement dans son silence. Finalement, il accepta. Quand il arriva ce soir-là, j'avais mis la table simplement. Pas de distraction. Pas de centre de table sophistiqué. Juste 2 assiettes. L'odeur du poulet rôti et du gratin dauphinois emplissant la maison. C'était l'odeur de son enfance.
D'une époque où les choses étaient simples, où il croyait chaque mot que je disais. Nous mangeâmes dans un silence quasi total. Ce n'était pas un silence de colère, mais un silence lourd, rempli de toutes les choses que nous ne disions pas. Nous parlâmes de son travail, de mon jardin, du temps qu'il faisait. Le cliquetis des couverts contre la porcelaine était le seul autre son entre nous. Il avait l'air épuisé. Les légères ombres sous ses yeux maintenant sombres et prononcées. Le stress le rongeait. Quand les assiettes furent débarrassées, je ne proposai pas de dessert. J'apportai le nouveau classeur de mon bureau et le posai sur la table devant lui. C'était un simple classeur noir à 3 anneaux. Sans étiquette. Sans fioriture. Ses yeux tombèrent dessus, et il se tendit immédiatement. Maman. Tu as promis. Je ne suis pas là pour me disputer avec toi. Louis. Dis-je doucement. Mes mains posées sur la couverture. Je ne suis même pas là pour te dire quoi faire. Je suis juste là pour te montrer ce que j'ai trouvé. Pas des rumeurs. Pas mes opinions. Juste des documents. Des dates. Des noms. Et un numéro de téléphone de quelqu'un à qui tu voudras peut-être parler. J'ouvris le classeur. Les premières choses en haut étaient les relevés bancaires du compte joint. Je n'eus pas besoin de pointer du doigt ou d'expliquer. Je les fis simplement glisser vers lui. Il fixa les pages. Sa mâchoire se crispant à mesure qu'il lisait. Je regardais ses yeux parcourir les colonnes. Suivant les dates. Les noms des fournisseurs. Les montants. Je vis le moment où il reconnut les virements de son propre compte. Le léger muscle tressaillant sur sa joue. Il n'interrompit pas. Il lisait simplement. Ses phalanges blanches là où il agrippait le bord des papiers. Les noms joyeux des casinos en ligne, le roi du spin. Jackpot doré semblait obscène sous la lumière chaude du lustre de ma salle à manger. Quand il leva enfin les yeux dérelevés, son visage était pâle. Son expression indéchiffrable. C'est beaucoup, dit-il. Sa voix rauque. Mais ça pourrait être une erreur. Ou peut-être qu'elle est juste. Mauvaise avec l'argent. Ça ne veut pas dire. Tourne la page. Dis-je doucement. La section suivante contenait mes notes de l'appel avec Sophie. J'avais transcrit tout ce dont je pouvais me souvenir. En restant factuel. Dénué d'émotion. Mathieu Durand. Nice. Fiançailles 2022. Escroquerie à l'investissement boutique. 80 000 € plus. J'incluais les détails sur le faux associé. Les mensonges que Chloé avait racontés à sa famille. Et la citation glaçante sur le fait qu'il la mettait à l'abri pour la vie. Il lut mes notes lentement. Le front plissé de concentration. Il secoua la tête. Un petit mouvement involontaire de déni. C'est un oui-dire. Maman. C'est sa cousine. Tu ne sais pas si elles se sont disputées? Si c'est une sorte de vengeance. Tu as raison. Dis-je. Tu ne sais pas. C'est pourquoi tu devrais tourner à la dernière page. Glissée dans une pochette en plastique tout au fond du classeur se trouvait une seule feuille de mon bloc-notes. Dessus, j'avais écrit seulement 2 choses, un nom. Mathieu Durand. Et un numéro de téléphone. Je poussai le classeur vers lui. Il vit à Nice. C'est un entrepreneur. Sophie a dit qu'il avait été dévasté mais que c'est un homme bien. Tu n'es pas obligé de me croire. Tu n'es pas obligé de croire une cousine à qui elle ne parle plus. Mais peut-être devrais-tu croire l'homme qui a vécu ça. Le silence s'étira. Lourd et pesant. Alors qu'il gardait les yeux sur les papiers. Il ne me regardait pas. Il regardait l'architecture de la vie qu'il pensait construire. Et voyait, pour la première fois, les fissures fatales dans ses fondations.
Les excuses qu'il avait trouvées pour elle. Les petits mensonges qu'il avait ignorés. Les angles morts qu'il avait choisi de ne pas voir, tout convergeait vers ce point unique. Quand il leva enfin les yeux, son visage était un masque d'angoisse. Le déni avait disparu, remplacé par une horreur brute et naissante. J'ai remarqué des choses, admit-il. Sa voix si basse que je dus me pencher pour entendre. Des histoires qui ne collaient pas tout à fait. Des fois où elle disait être quelque part. Mais la localisation de son téléphone disait autre chose. Elle avait toujours une explication. Son assistante avait emprunté sa voiture. L'application avait un bug. Il s'interrompit, secouant la tête. Non plus par déni, mais dans une sorte d'autorécrimination lasse. Je voulais la croire. C'était plus facile de la croire. Je sais, dis-je, mon cœur se serrant pour lui. Je n'insistais pas. Je ne dis pas, je te l'avais bien dit. Je restais simplement assise là, lui laissant l'espace pour que la vérité s'installe. Il rassembla les papiers en une pile soignée. Ses mains stables maintenant. Mais ses yeux étaient lointains, regardant un avenir qui se dissolvait rapidement. Il les glissa de nouveau dans le classeur. Merci de me l'avoir dit, dit-il. Sa voix plate. Il se leva, coinçant le classeur sous son bras. Je dois y aller. Il partit peu de temps après, sans un autre mot. Je le regardais marcher vers sa voiture, les épaules affaissées sous un poids qui n'avait rien à voir avec la fatigue. Je lui avais donné la vérité. Mais je lui avais aussi donné un terrible fardeau. Maintenant, c'était à lui de le porter. Je ne dormis pas beaucoup cette nuit-là. Je gardai mon téléphone sur la table de chevet, l'oreille à l'affût de la moindre vibration. Je l'imaginais la confrontant. La tempête inévitable de larmes, de dénégations et d'accusations qui s'ensuivraient. Je priais pour qu'il soit assez fort. Vers minuit, mon téléphone vibra avec un unique message de sa part. Ma main trembla en le prenant. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était une affirmation. 3 mots courts qui sonnaient comme une fin et un commencement à la fois. C'est fini. J'ai rompu. Je posai le téléphone. Les mots résonnant dans mon esprit. Le soulagement était si profond qu'il faillit me mettre à genoux. Il était mêlé à une profonde tristesse pour mon fils. Pour la douleur qu'il devait ressentir. Mais c'était fait. Le danger était passé. Je l'avais ramené du bord du précipice. Le lendemain matin, les appels commencèrent. La tempête que j'avais traversée avec Louis était terminée. Mais les retombées ne faisaient que commencer. Le premier appel fut de ma belle-sœur, la sœur de mon défunt mari. Sa voix acerbe de désapprobation avant même que je puisse dire bonjour. Une amie d'une amie lui avait dit que j'avais annulé le mariage dans le dos de Louis. Que j'avais chassé sa magnifique fiancée par jalousie. Je n'en reviens pas. Éléonore, avait-elle dit. Sa voix dégoulinant de jugement. Cette pauvre fille. Louis doit être anéanti. Comment as-tu pu être si égoïste? J'essayais d'expliquer. Aussi simplement que possible. Sans révéler les détails sordides. Il y avait de graves problèmes. Carole. Des choses que tu ne sais pas. Mais elle n'écoutait pas. Elle était la vertu incarnée. Indignée au nom d'un récit qu'elle avait déjà accepté. À la fin de l'appel, elle dit qu'elle espérait que j'étais heureuse d'avoir brisé une famille. D'autres suivirent. Des cousins. De vieux amis de la famille. Certains étaient simplement curieux. À la pêche au ragot. D'autres étaient ouvertement critiques. Leurs questions chargées d'accusations. L'histoire avait pris vie d'elle-même.
Et dans chaque version, j'étais la méchante. La mère possessive qui ne pouvait pas laisser partir son fils. Quelques jours plus tard, au supermarché du quartier, deux femmes que je connaissais depuis des années du club de jardinage baissèrent la voix pour murmurer entre elles à mon passage, leurs yeux me suivant dans l'allée. Je gardai la tête haute, plaçai une brique de lait dans mon chariot et continuai. Mais chaque regard laissa sa marque. Une petite piqûre acérée. Louis me dit que le travail était devenu inconfortable. Les gens savaient qu'il avait été fiancé. Avaient vu les faire-part. Maintenant, ils demandaient pourquoi le mariage était annulé. Leur curiosité à peine masquée par une sollicitude feinte. Il gardait ses réponses courtes. Nous avons décidé que ça ne convenait pas, disait-il. Ça ne regarde personne, me dit-il au téléphone. Mais je pouvais entendre la tension dans sa voix. C'était quelqu'un de discret. Et maintenant sa douleur privée était un sujet de spéculation publique. La nuit. Je m'asseyais dans mon salon. La maison inhabituellement calme. Et je pensais au poids de ce que j'avais fait. J'avais démantelé une année de préparatifs. J'avais repris des cadeaux. J'avais fermé des comptes. J'étais devenu le centre des commérages. L'antagoniste de l'histoire d'amour de mon fils. Mais je l'avais aussi empêché de se lier légalement à une prédatrice. D'enchaîner son avenir à une montagne de dettes et de tromperies. J'avais vu où menait cette route. Et je ne pouvais pas le laisser l'emprunter. C'était un coup que j'étais prête à supporter. Même si cela signifiait porter le blâme pendant un certain temps. Une semaine plus tard, on frappa à ma porte d'une manière qui me dit que la tempête n'était pas encore terminée. Ce n'était pas le martèlement frénétique de Chloé. Mais un coup ferme et officiel. J'ouvris et trouvai un homme en costume bon marché tenant une mallette. Il ne sourit pas. « Éléonore Dubois ?» demanda-t-il. « Oui. Je suis ici pour vous signifier un avis. » dit-il, me tendant une enveloppe épaisse. « Vous êtes cité dans une action en justice intentée par ma cliente, Mademoiselle Chloé Lambert. » Ma première réaction fut un choc pur et glacial. La deuxième fut une vague de rage incandescente. La troisième, qui s'installa en moi alors que je refermais la porte sur le visage impassible de l'huissier, fut le même calme délibéré et glaçant qui m'avait guidé au cours des 2 dernières semaines. Bien sûr, elle ferait ça. Un animal acculé ne se contente pas de fuir. Parfois, il contre-attaque. Je me dirigeai vers la table de la salle à manger. L'enveloppe épaisse lourde dans ma main. Je ne l'ouvris pas tout de suite. Je n'en avais pas besoin. Je savais ce qu'il y aurait à l'intérieur. Des allégations. Des accusations. Une histoire montée pour un effet maximal. Me peignant comme un monstre malveillant et elle comme la victime innocente. C'était sa dernière performance. Et celle-ci était pour un juge. Je pris mon téléphone et composai le numéro de Maître Moreau. « Éléonore ?» répondit-il. Sa voix stable comme toujours. Je me demandais quand j'aurais de vos nouvelles. Laissez-moi deviner. Vous avez reçu une livraison. Une assignation en justice? Confirmez-je. En ouvrant l'enveloppe avec un coupe-papier. Déposé par Chloé Lambert. Pour quel motif? Précisément? Je parcourus le jargon juridique. Voyons voir. Infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Diffamation. Et mon préféré. Rupture abusive de pourparlers. Maître Moreau émit un son qui était à mi-chemin entre un soupir et un petit rire. Ambitieux. Elle a un avocat qui a faim. Ne vous inquiétez pas. Éléonore. C'est 90% de bluff et 10% de nuisance. C'est conçu pour vous effrayer et vous pousser à un règlement rapide. Elle ne veut pas d'un combat. Elle veut un chèque.
Elle n'en aura pas, dis-je, ma voix plate. Je n'en doutais pas, dit maître Moreau. Apportez les papiers à mon cabinet demain matin à la première heure. Et apportez votre classeur. Celui que je soupçonne que vous tenez méticuleusement à jour. Le lendemain matin, j'en parlais à Louis. Je l'appelai avant de partir pour le cabinet de maître Moreau, estimant qu'il avait le droit de connaître toute l'étendue des conséquences. Je lui exposai les faits simplement. Chloé me poursuit en justice. Je rencontre maître Moreau ce matin. Je gère la situation. Mais je voulais que tu l'apprennes par moi. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Puis, je l'entendis prendre une inspiration brusque. L'épuisement dans sa voix avait disparu, remplacé par une dureté. Une colère que je n'avais pas entendue auparavant. Elle quoi? Après tout ça? Après ce qu'elle m'a fait? Il ne s'agit plus de toi. Louis. Dis-je. Il s'agit d'argent. Elle pense que je suis une cible facile. Non. Dit-il. Sa voix ferme. Il s'agit de moi. Elle s'en prend à toi à cause de moi. Je viens avec toi. Je ne te laisserai pas traverser ça seule. 1 heure plus tard, nous étions assis dans le bureau de maître Moreau. Le classeur de preuves ouvert sur le bureau entre nous. Louis était assis à côté de moi. Sa posture rigide. Sa présence un mur de soutien silencieux et inébranlable. Il avait à peine parlé depuis notre arrivée. Mais je pouvais sentir sa loyauté. Une force chaleureuse et rassurante. Maître Moreau lut la plainte de Chloé. Son expression impassible. C'est exactement comme je le pensais, dit-il, enlevant ses lunettes pour les polir. Son avocat dépeint le tableau d'une mère riche et possessive qui ne pouvait accepter le choix de son fils pour une fiancée d'un milieu plus modeste. Ils prétendent que votre annulation du mariage était un acte malveillant destiné à humilier Chloé et à rompre les fiançailles. C'était un acte destiné à empêcher mon fils d'épouser une escroc qui vidait son compte en banque pour nourrir une addiction au jeu. Dis-je. Ma voix tendue. Je le sais. Vous le savez? Dit maître Moreau, en remettant ses lunettes. Mais au tribunal, la seule chose qui compte est ce que nous pouvons prouver. Son histoire est émotionnelle. La nôtre doit être irréfutable. Il tapota le classeur. C'est un très bon début. Les relevés bancaires montrant le jeu et le siphonnage du compte de Louis sont puissants. Le témoignage de Louis sur ses mensonges serait crucial. Il regarda mon fils. Êtes-vous prêt à le faire? À vous tenir dans un tribunal et à témoigner contre elle? Louis n'hésita pas. Absolument. Bien, dit maître Moreau. Mais il y a un dernier élément qui pourrait arrêter tout ça avant même que ça n'arrive au tribunal. La preuve d'un schéma antérieur. L'histoire de sa cousine est convaincante, mais elle reste de seconde main. Nous avons besoin de la source. Il me regarda. Nous devons parler à Mathieu Durand. Le nom resta en suspens dans l'air. Pour la première fois, Louis parut incertain. Allons-nous vraiment mêler un étranger à ça? Ce type en a déjà assez bavé. C'est vrai? Acquiesçai-je. Mon propre estomac se nouant à cette pensée. Mais Chloé compte sur le fait que ses victimes seront trop brisées ou trop embarrassées pour parler. C'est comme ça qu'elle s'en sort. C'est comme ça qu'elle passe d'une vie à l'autre, laissant des ruines derrière elle. Elle compte sur notre silence. Je regardai maître Moreau. De quoi avons-nous besoin de sa part? Une déclaration sous serment? Dit-il. Une attestation? Faite sous serment. Détaillant ce qu'elle lui a fait. La chronologie. Les méthodes. L'argent. Si nous pouvons présenter à son avocat la preuve concrète que sa cliente est une fraudeuse en série.
La menace de notre part d'une contre-poursuite pour procédure abusive et d'un signalement au procureur de la République fera disparaître cette action en justice si vite qu'elle laissera une traînée de vapeur. Quand nous quittâmes le cabinet de Maître Moreau, la voie à suivre était claire. Elle était aussi terrifiante. Cet après-midi-là, assise dans mon bureau, le classeur noir ouvert devant moi, je fixais longtemps le nom et le numéro sur la dernière page. J'étais sur le point d'appeler un homme que je n'avais jamais rencontré et de lui demander de revisiter ce qui était probablement l'une des périodes les plus douloureuses et humiliantes de sa vie. Ma main tremblait en composant le numéro. Il sonna 3 fois avant qu'une voix d'homme, prudente et un peu bourrue, ne réponde. Allô? Monsieur Durand? Commençai-je. Ma propre voix mal assurée. Je m'appelle Éléonore Dubois. Vous ne me connaissez pas? Mais je crois que nous avons quelqu'un en commun. Chloé Lambert. Le silence à l'autre bout du fil fut absolu. Un instant. Je crus qu'il avait raccroché. Quand il parla enfin, sa voix était glaciale. Je n'ai rien à dire à son sujet. S'il vous plaît, dis-je, ma voix baissant d'un ton. S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Elle était fiancée à mon fils. J'ai des raisons de croire qu'elle lui faisait exactement ce qu'elle vous a fait. Maintenant, elle me poursuit en justice pour avoir arrêté le mariage. J'ai besoin de votre aide. Mon fils a besoin de votre aide. Je l'entendis soupirer. Un son long et las qui parlait de vieilles blessures. Madame, vous n'avez aucune idée de ce que vous demandez. J'ai passé un an à essayer d'oublier que cette femme existe. J'ai perdu mes économies. Mon amour-propre. Je ne vais pas remuer tout ça à nouveau. Je sais que c'est une chose incroyable à demander. Dis-je. Les larmes me piquant les yeux pour la première fois depuis des semaines. Mais elle va continuer à faire ça. À d'autres personnes. À d'autres fils. Sauf si quelqu'un est prêt à se lever et à prouver ce qu'elle est. Mon avocat dit qu'une déclaration sous serment de votre part suffirait. Vous n'auriez pas à témoigner. Vous n'auriez même pas à la voir. Vous auriez juste à dire la vérité sur papier. Il resta silencieux pendant ce qui parut une éternité. Je pouvais entendre le faible bruit de travaux en arrière-plan. Le bruit d'une vie qu'il avait reconstruite. Elle vous a dit que c'était pour une boutique? N'est-ce pas? Demanda-t-il finalement. Sa voix plate. Oui. Murmurai-je. Et qu'un associé l'avait trompé? Oui. Et quand vous l'avez surprise à mentir? Elle vous a traité de possessif? Oui. Il laissa échapper un autre long soupir. Mais celui-ci sonnait différemment. C'était le son de la résignation. D'une compréhension partagée et sombre. D'accord. Dit-il. Sa voix dure. D'accord. Madame. Je vais le faire. Dites à votre avocat de m'envoyer les papiers. Je ne la laisserai pas s'en tirer une fois de plus. L'attestation de l'avocat de Mathieu Durand arriva une semaine plus tard. C'était un récit froid et factuel de la tromperie méthodique de Chloé. Il détaillait la romance initiale, l'histoire fabriquée de la boutique en ligne, les fausses factures et le siphonnage systématique de ses comptes. C'était notre histoire? Juste avec le nom d'un autre homme en haut de la page. La lire me donna l'impression de regarder dans un miroir sombre. Maître Moreau en envoya une copie à l'avocat de Chloé avec une lettre de notre part. La lettre était courte et directe. Elle indiquait notre intention d'intenter une action reconventionnelle pour procédure abusive. De soumettre toutes les preuves y compris l'attestation de M. Durand au procureur de la République pour une enquête pénale pour escroquerie. Et d'assigner les relevés financiers personnels de Chloé. Nous leur donnâmes 48 heures pour retirer la plainte. Il en fallut moins de 24. L'avocat de Chloé appela Maître Moreau.
son ton étant plus agressif mais conciliant. La plainte était retirée, avec effet immédiat. Il n'y eut aucune excuse, aucun aveu de culpabilité. Elle disparut simplement de nos vies aussi rapidement qu'elle y était apparue. C'était un fantôme qui avait hanté notre maison. Et maintenant, la hantise était terminée. À l'arrivée de l'été, les angles vifs de toute cette épreuve avaient commencé à s'émousser en une douleur sourde. Louis avait remboursé les dernières dettes liées au compte joint et les avait fermées pour de bon. Il avait pris des heures supplémentaires à son cabinet d'architecture, accepté des missions en freelance et s'était plongé dans sa carrière. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais entendre une réelle aisance dans sa voix lorsque nous parlions. Le lourd fardeau de la suspicion et du chagrin commençant enfin à se lever. Il ne se précipita pas dans une nouvelle relation. La femme qu'il avait commencé à voir travaillait dans le même immeuble. Une conservatrice de galerie d'art qu'il connaissait de vue depuis des années. Elle s'appelait Clara. Il prenait un café, se promenait le long de la Garonne après le travail, et gardait les choses simples. Il me dit qu'il n'y avait pas de calendrier, pas de pression, juste de la conversation et de l'air frais. J'ai vu une photo d'eux une fois. Un cliché pris sur le vif qu'un ami avait posté. Il riait. D'un rire sincère et libéré qui atteignait ses yeux. Et je sus qu'il allait s'en sortir. J'avais retrouvé mes propres rythmes. Mon agence de design me semblait à nouveau un sanctuaire. Un lieu de création plutôt que d'anxiété. Mon jardin avait pris vie cette saison-là. Les rosiers grimpants escaladant les murs de briques plus haut que je ne les avais jamais vus. Je passais les matinées à arracher les mauvaises herbes et les après-midi à m'occuper de la terre. Le travail calme et répétitif apaisant mon âme. De temps en temps, je me surprenais à me souvenir des accusations, des regards condescendants au supermarché, des appels téléphoniques tendus de personnes convaincues de mieux savoir. Ces souvenirs ne piquaient plus comme avant. Je savais ce qu'ils ignoraient. Que chaque décision que j'avais prise du premier appel à Maître Moreau à la dernière et douloureuse conversation avec Mathieu Durand venait du même endroit d'où je venais depuis le jour de la naissance de Louis. Je n'essayais pas de le contrôler. Je n'essayais pas de vivre sa vie à sa place. J'essayais juste de le garder entier. Environ 6 mois après le retrait de la plainte, je reçus une enveloppe blanche ordinaire par la poste. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille de papier à lettres. L'écriture était soignée, masculine. Madame Dubois. Commençait la note. Je voulais vous remercier. Votre appel m'a forcé à affronter quelque chose que j'avais enfoui depuis longtemps. Le mois dernier, j'ai utilisé l'attestation que j'ai signée pour votre avocat et j'ai déposé une plainte officielle pour escroquerie contre Chloé auprès du procureur de la République. J'ai eu des nouvelles de l'enquêteur la semaine dernière. Il s'avère que je n'étais pas le seul. Ils ont trouvé 2 autres hommes dans 2 autres régions. Ils montent un dossier. Je ne sais pas si cela aboutira. Mais ce n'est plus seulement mon histoire. C'est la nôtre. Merci de m'avoir fait parler. Mathieu Durand. Je pliai la note et la plaçai au dos du classeur noir. La dernière pièce de l'histoire. L'histoire pour nous. Du moins. 1 an plus tard, j'étais en voyage d'affaires à Lyon. J'étais dans le bar du hall de mon hôtel, attendant un client, faisant défiler distraitement mes emails sur mon téléphone. Le bar était chic et moderne, rempli du faible murmure des conversations et du tintement des verres. De l'autre côté de la pièce, une femme était assise seule au bar. Elle avait des cheveux sombres, élégamment coiffés, et portait une robe en soie simple mais d'apparence coûteuse. Elle avait un air de mélancolie sophistiquée, fixant son verre de vin comme s'il contenait tous les secrets de l'univers. Un homme, plus âgé et portant une montre qui brillait sous les lumières, s'assit à quelques sièges d'elle. Il avait l'air prospère,
Et un peu seule. Tandis que je regardais, la femme plongea la main dans son sac et le renversa accidentellement. Quelques objets de bon goût tombèrent sur le sol. L'homme, en gentleman, se déplaça immédiatement pour l'aider. Ils commencèrent à parler. Je ne pouvais pas entendre leurs mots. Seulement voir leur langage corporel. Je la vis lui adresser un petit sourire triste et magnifique. Je le vis se pencher. Captivé. Mon sang se glaça. Ses cheveux étaient plus foncés. Coupés en un carré net. Sa robe était d'un style que je ne lui avais jamais vu porter. Mais il n'y avait aucune erreur possible sur la grâce délibérée de ses mouvements. La vulnérabilité calculée dans ses yeux. C'était elle. C'était Chloé. L'homme lui posait une question. Elle leva les yeux vers lui. Son expression un mélange parfait d'espoir et d'épreuve. Elle répondit. Et bien que je ne puisse pas l'entendre, je pouvais presque lire les mots sur ses lèvres alors qu'elle se présentait à sa prochaine victime. Elle recommençait son histoire. Je savais, avec une certitude qui me glaça jusqu'aux os, qu'elle ne lui disait pas que son nom était Chloé. Elle devenait quelqu'un de nouveau. Juste sous mes yeux. Je me levai. Mon premier instinct étant de marcher vers eux. De l'avertir. De la démasquer. Mais je m'arrêtai. Mon combat avec elle était terminé. Louis était en sécurité. Mathieu Durand avait trouvé sa voie. Mon rôle dans cette histoire était terminé. Je ne pouvais pas sauver tous les hommes d'elle. Mais j'avais sauvé le mien. Je me retournai et sortis du bar, laissant la scène derrière moi. Je sortis dans la douce nuit lyonnaise, pris une profonde inspiration d'air libre, et je ne regardai pas en arrière.